Deux en un, en bande dessinée. Chapitre 4. Quelques semaines sont maintenant passées. Le petit Jonathan va de mieux en mieux. Le duo Jack et Joe ne se retrouve maintenant que 2 à 3 fois par semaine. Jonathan ayant pris confiance en lui, il s'agit maintenant plus qu'une question d'amitié que de nécessité. À la maison, plus personne ne doute des facultés psychiques du petit. Au contraire, c'est même arrivé qu'une fois Céline demanda: Dis-moi, Joe, tu ne pourrais pas demander à ton copain, là, Jack, de m'indiquer où sont les clés de la cave? Je n'arrive plus à mettre la main dessus. Maman, Jacques n'est pas un ramasse-miettes. Si je le sollicite pour tout et n'importe quoi, il ne viendra plus. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Demain soir, un conseiller viendra manger chez nous. On passera la soirée au bureau. Le soir, le petit Jonathan remarqua que Gaspard n'était pas tranquille. Il demanda à Jacques de bien vouloir se connecter à lui demain soir, on ne sait jamais. Depuis le temps, le duo Jack et Joe est bien rodé. Il est même arrivé que Jack se soit déconnecté quelques instants pour y faire des recherches sur Internet, refusant cependant d'utiliser ce stratagème pour le faire avancer prématurément dans son parcours scolaire. Bonjour, maman. Bonjour. De quoi vous parlez? Ça a l'air sérieux, dis donc. Gaspard, qui devine que le petit n'est pas forcément seul, prend le temps de lui expliquer la chose en détail. Tu vois, mon petit, ce monsieur est un représentant d'une compagnie d'assurance. C'est avec lui que l'on va faire des affaires. Il me propose un remboursement indirect du crédit d'une manoir qui est presque entièrement payé. Mais vu mon âge, je ne peux accéder à une nouvelle assurance vie sans y mettre déjà l'équivalent de ce que j'aurais dû cotiser dans ma jeunesse. Donc, la manœuvre consiste à faire une hypothèque, de racheter avec ça le capital de l'assurance vie et de continuer mensuellement à payer l'assurance plutôt que le crédit, ce qui doublera la dette et donc le rabais d'impôt. Et à ma retraite, le capital final de l'assurance servira à solder le crédit de la maison. Tu comprends? Hmm. Comment elle s'appelle, l'assurance du monsieur? Quick Assura. Hmm. Monsieur, votre compagnie d'assurance, elle est indépendante. Oui, bien sûr. Vous savez, monsieur Gaspard, la banque, elle n'en a rien à faire que vous payez vos cotisations ailleurs. Du moment que ce n'est pas elle qui gère l'assurance vie, elle vous demandera de payer malgré tout vos mensualités. Et vous vous retrouvez à payer le double tous les mois à votre banque plus à cette assurance. Tout ça pour ne pas être certain que vous allez retrouver votre capital à votre retraite. Quick Assura n'est plus solvable. C'est dans le journal d'avant-hier. Le représentant se redresse, stupéfait. Comment un petit garçon si jeune pouvait sortir de tels propos? Et comment savait-il tout ça? Gaspard commence à rire. Il regarde tendrement l'enfant. Puis, calmement, en s'adressant à l'escroc: Le petit a raison. Heureusement que je ne vous ai encore rien signé. C'en est trop, j'appelle la police. Je te dois une fière chandelle, mon garçon. À toi et à ton Jack. Dis-lui que je l'invite dimanche au Château Gourmet. On y fait une chasse à tomber par terre. Il va apprécier. Au fait, combien il demande à ses clients pour une information comme celle-ci? 150, je crois. Très bien. Au restaurant, j'emmènerai cette somme. Il mérite plus qu'un signe de reconnaissance de ma part. Il sera content. Merci pour lui. Le dimanche en question, Gaspard et Jacques se retrouvent au Château Gourmet. Gaspard lui remet la somme. Les deux hommes discutent et font plus ample connaissance. C'est ainsi que, par le bouche à oreille, la clientèle de Jacques commence à s'agrandir. Ce n'est pas encore la panacée, mais il peut maintenant s'offrir quelques folies à la fin de ce mois. Sans pour autant être submergé par le travail, il a toujours le temps de voyager par l'esprit où bon lui semble. Tout est parfait, ou presque. Euh, N'importe quoi.
Est-ce que moi, quand j'ai un problème avec ma voiture, j'engueule le garagiste? Non, il est déjà assez sympa de prendre ma voiture. Alors pourquoi tout le monde exige que je résolve tous leurs problèmes? Et bien sûr, il faut que ce soit fait dans la minute. Quelle vie! Périgot, que puis-je pour vous? Jacques, c'est Céline. Céline, bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien? Des soucis avec le petit? Jacques, oui, je vous appelle pour ça justement. Rassurez-vous, rien de grave, mais il s'est fait agresser. Il est inconsolable. Agressé? Dites-moi tout, ou plutôt passez-le-moi. Non, il est dans sa chambre. Il a besoin d'être seul. Je vous appelle de mon initiative. Il sortait du parc avec sa trottinette. Sur le parking, une voiture l'a percuté. Il s'est râpé le menton, mais le type au volant lui aurait dit Casse-toi, sale gosse. Il aurait ajouté Appelle la police si tu veux. C'est ta parole contre la mienne. Lui qui était si fier de sa trottinette, je pense qu'il se sent impuissant. Il a pu s'en sortir de certaines injustices grâce à vous, et je me disais que vous pourriez faire quelque chose pour lui aujourd'hui. Jacques, vous êtes toujours là? Je suis là. On sait qui c'est? Oui, c'est le grand type dans le van blanc avec la publicité pour les tuyaux. Vous savez, celle qu'on voit toujours près d'église. Je vois parfaitement. C'est Pascal. Je m'en occupe. Merci, Jacques. Jacques ne peut plus. Cette fois, c'en est trop. Son sang ne fait qu'un tour. Sa tête ne fonctionne plus, comme s'il passe en mode automatique. Les émotions ont quitté son cerveau. Ils ont quitté son cœur. C'est maintenant les tripes qui pilotent la machine. Plus rien ne fonctionne normalement. Les battements de son cœur résonnent dans sa tête. La respiration est très lente, profonde. En fronçant les yeux, il se dirige vers le fauteuil. C'était déjà une journée pourrie, mais là... Qu'on s'y prenne à moi, qu'on se moque de ma manière d'être, passe encore. Mais qu'on s'y prenne à lui... Cette boule de feu au niveau des tripes lui envoie un flot de larmes. Crispé, silencieux, il s'allonge lentement sur son fauteuil, prêt à quitter son corps une fois de plus. La boule de feu s'étire sur l'échine pour se reconcentrer au niveau de la poitrine. À l'instar des autres fois, son énergie se rassemble, prête pour le décollage. Mais cette fois-ci, son énergie lui semble plus vive, plus sombre aussi. Toute la colère, la frustration font partie du bagage. Puissant, il décolle très lentement, tel un gros bombardier s'envolant pour une mission de représailles, sans s'apercevoir que, pour la première fois, la piste de décollage en question a toujours les dents et les poings serrés. C'est sans peine qu'il trouve la maison de l'odieux personnage qui est vautré devant la télé. Regardant d'un œil mi-clos une émission raffinée et hautement culturelle, animée par l'humour subtil de l'animateur qui ne veut toujours pas qu'on touche à son poste. Jacques se place devant lui, s'appropriant le lieu de toute sa haine. Toute son attention est fixée sur cet être abject. Plus rien d'autre n'existe autour de lui, ni la télé, ni les plantes, ni la lueur croissante de l'ange gardien de Pascal, ni les odeurs du repas, rien. Pascal reste impassible, inconscient du danger qui se trouve près de lui. Jacques s'approche lentement. Toi, du con, tu vas payer pour tous les autres. Je ne sais pas ce qui me retient de te... Là, non, plus rien ne le retient. Il se sent avoir tous les droits. On a trop longtemps abusé de l'enfant sans défense. C'est à son tour de frapper, et de frapper fort. Je vais te scanner, t'analyser et trouver le traumatisme qui t'a rendu si con. Je vais mettre à jour tous tes points faibles, je vais en faire de la bouillie et rendre public tous tes secrets les plus honteux. Je vais détruire ta vie, tu ne t'en relèveras pas. Dans le manoir, Jonathan a fini par s'endormir. Il a beaucoup pleuré. Céline pensait que Jacques l'aurait consolé, c'est surtout pour ça qu'elle l'avait appelé. Mais puisque le petit s'est endormi, elle monte le couvrir. Le lendemain, à déjeuner, Jonathan avale sa tartine en silence. Tu vas mieux, mon chéri? Oui, oui. J'ai redressé ton guidon et donné un coup de peinture sur ta trottinette. Elle est comme neuve. Yes.
Merci beaucoup, monsieur Gaspard. C'est très gentil de votre part pour la trottinette. Pensez donc, c'est naturel. Cette histoire m'a fait mal au cœur. Maman, Jack n'est pas venu me voir aujourd'hui. Pourtant, on est mercredi. Céline espérait revoir un sourire sur le visage de son enfant. Mais l'absence de Jacques n'arrange en rien les choses. Pourquoi cet imbécile ne vient-il pas consoler son fils? Pour une fois qu'il en avait vraiment besoin. Dans l'après-midi, profitant d'être seule dans le manoir, Céline s'empare du combiné et téléphone à Jacques. Pas de réponse. Toutes ses tentatives restent infructueuses. Au retour de l'école, elle demande à Jonathan. Dis-moi, mon chou, tu as eu des contacts avec Jacques aujourd'hui? Non, maman, je ne sais pas où il est. D'habitude, il est toujours avec moi. Il s'est peut-être perdu? Céline a un mauvais pressentiment. Jacques lui a semblé étonnamment froid au téléphone. Lui est-il arrivé quelque chose? Le lendemain, la scène du matin ressemble en tout point à celle d'hier. L'enfant n'a pas vu Jacques et Céline s'inquiète de la tournure des événements. C'est décidé. Lorsque tout le monde sera parti, elle ira le voir chez lui. Elle a besoin d'explications sur son comportement. C'est particulièrement indélicat de sa part et ça ne lui ressemble pas du tout. Jacques, vous êtes là? Excusez-moi, madame. Connaissez-vous Jacques Périgaud, le monsieur du troisième? Monsieur Jacques, oui, bien sûr. C'est quelqu'un de très poli et très discret. Vous le cherchez? Oui, précisément. Je ne l'ai plus vu ces jours-ci. Il avait l'habitude de sortir tous les matins pour aller à la boulangerie. Je ne l'ai plus vu depuis lundi. Il doit être en vacances. Non, je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Connaissez-vous le concierge de cet immeuble? C'est très important. Oui, c'est moi-même. Que puis-je faire pour vous aider? Dieu soit loué. Oh, s'il vous plaît, madame, vous qui avez les clés, pourrions-nous vérifier, rien qu'une minute, qu'il ne lui soit rien arrivé? Je suis très inquiète pour lui. La concierge n'était pas née de la dernière pluie, et généralement ce genre d'argument ne l'aurait pas persuadé d'ouvrir la porte d'un de ses résidents à une parfaite inconnue. Mais elle remarque que les jambes de Céline tremblent. La jeune femme semble sincère et vraiment inquiète. Il n'en faut pas plus pour persuader la vieille dame. Moi, je veux bien, mais je ne laisse pas entrer n'importe qui. Ce n'est pas un moulin ici. Je vais y entrer seule. Je verrai bien s'il est là ou pas. Attendez-moi ici. Monsieur Périgaud, Monsieur Périgaud, vous êtes là? Monsieur Pé... Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Ça sent l'urine. Il semble être déshydraté. C'est comme s'il n'avait pas bougé depuis 3 jours. Quelle horreur! Il est dans le coma? Quelque chose comme ça, j'imagine, oui. J'appelle l'ambulance tout de suite. J'allais le faire, merci. L'ambulance arriva rapidement, mais le temps d'attente parut interminable. Le coma bien sûr. Comment expliquer au personnel médical que ce brave monsieur doit certainement être coincé quelque part dans une dimension spirituelle? Abasourdie, Céline revient au manoir, un peu avant l'arrivée de son fils. Il est arrivé quelque chose de grave à notre ami. Jack? Qu'est-ce qui est arrivé à Jack? C'est ma faute. Je lui avais téléphoné juste après ton agression. Je voulais qu'il te console et te comprenne si bien. J'étais encore sous le coup de l'émotion. Il s'est blessé, maman? Non. Enfin, je ne crois pas, non. Je ne crois pas qu'il s'est blessé physiquement. Je l'ai trouvé immobile dans son fauteuil, comme s'il n'avait pas bougé depuis lundi. Mais surtout, je l'ai trouvé vide. On aurait dit qu'il est dans le coma, mais moi, je le trouve vide, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je crois que j'ai compris, maman. Jack est parti et il n'est pas rentré dans son corps comme il fait d'habitude. Ce n'est en aucun cas votre faute, Céline. Jacques est l'ami de Jonathan. Il est tout à fait normal que vous lui en avez fait part.
Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour régler le problème. Bon, vu la nature du problème, je propose que l'on dorme là-dessus. La nuit porte conseil, comme on dit. Notre ami est maintenant sous perfusion, si j'ai bien compris. Il n'y a rien qui presse, on trouvera peut-être demain la réponse qui nous aidera à le ramener parmi nous. L'argument n'a pas forcément convaincu les Miller, mais tout le monde se dirige vers son lit, ne sachant pas trop quoi penser.